Good afternoon. I'm Jeremy McCullough. This is using MongoDB responsibly. On va parler du MongoDB, l'utilisation responsable de MongoDB. Merci. Donc, simplement en guise d'introduction assez brève, auparavant, j'ai contribué à Symfony, j'ai travaillé auparavant à l'OpenSky, à exercise.com, et j'ai quand même certaines connaissances concernant la façon dont on pouvait faire des erreurs avec Symfony également. Il y a 3 semaines, à Tenja, j'ai commencé à travailler sur le driver team. Avec C-Driver Codia, non, mais plutôt Darktonodium et le C-Driver. Au fur et à mesure de l'amélioration de mes connaissances. Donc, si Odium ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez vous plaindre auprès de moi et je me tournerai vers mes collègues pour me plaindre à mon tour. Voici les sujets en question que je vais couvrir aujourd'hui et j'espère que nous allons couvrir tout et ensuite avoir suffisamment de temps pour poser des questions. Et par conséquent, les points importants, c'est les infrastructures dans l'utilisation de MongoDB. Et certains aspects concernant la concurrency qui s'est améliorée. Au cours des 2 dernières versions de la base de données, nous allons également parler de l'indexation. C'est important, quelle que soit la base de données que vous utilisez. L'optimisation des requêtes et des idées, des conseils par rapport aux projets précédents sur lesquels j'ai travaillé ces 2 dernières années. Et ensuite, des études de cas concernant le refactoring de bundle avec l'optimisation des schémas. Et nous allons parler de la production et l'agrégation, le framework des agrégations. C'est pas encore tout à fait stable à l'heure actuelle, mais 2.2, la version 2.2 devrait sortir dans 1 mois ou dans 1 mois et demi. Et ensuite, nous allons également parler de Darktonodium et nous allons nous concentrer sur Mongo et un peu sur les services de monitoring de Mongo à partir de MMS. C'est un service gratuit produit par Tangents afin de surveiller un peu l'aménagement. Qui est-ce qui a utilisé Mongo? Est-ce que vous pouvez lever vos doigts, s'il vous plaît? Combien de personnes sont ici avec aucune connaissance de Mongo? Très bien. Donc, l'équipe Darkton n'a aucune connaissance. Voilà. Ça, c'est assez surprenant. Donc, la première chose, c'est l'infrastructure. Et les gens qui ne connaissent pas Mongo, bon, il n'y a pas de base de données. Bon, du point de vue des développeurs, vous ne pouvez avoir aucune connaissance et obtenir... Bon, enfin, vous pouvez récupérer JSON en dessous. Vous avez certains aspects de duplication, du charting, et c'est beaucoup plus facile qu'il ne le serait avec SQL. Et par conséquent, voilà, c'est assez souple, et plus particulièrement lorsque vous travaillez dans une start-up et vous avez des exigences en matière de changement de produit. Le schéma va changer la prochaine fois que le commercial aura une autre idée plutôt que de migrer toutes les données. Vous pouvez simplement commencer à intégrer les données dans la forme dont vous avez besoin. Afin de faire une chose par conséquent, que je vais vous mentionner, c'est exercise.com ici. Ces 2 dernières années, eh bien, on a utilisé cela, on l'utilise toujours jusqu'au mois d'avril, à moins qu'ils aient changé quelque chose. Et ceci était un master slave traditionnel qui n'a besoin d'aucune explication, mais il y a quelque chose de mieux dont je vais vous parler dans la prochaine slide. Mais master, il y a les droits, le slave qui duplique pour le master. Et à partir de là, vous pouvez envoyer des requêtes et si vous êtes à l'aise avec le slave, alors peut-être que c'est pas mis à jour. Si vous avez votre job très bien, mais avec la requête, ils peuvent être connectés directement au slave et ensuite vous allez optimiser les performances, pas pour la mise en échelle, mais la durabilité. Et la production de données, si le master service tombe en panne, vous pouvez intervenir. Mais bon, le processus est manuel, donc le master service, il tombe en panne, alors vous allez devoir vous tourner vers les UpSky et vous assurer que le slave est réparé manuellement. Donc voilà, ça c'est Mongo. À l'origine, c'est pas vraiment l'idéal. Et donc, quelques temps plus tard, ils ont mis des duplicasets, et en fait un set de duplication, et c'est ce que vous allez utiliser pour la redondance des données. Dans ce cas-là, vous avez un primaire et un secondaire. Et vous pouvez toujours envoyer le slave reads au serveur secondaire, c'est le read-only, et l'avantage c'est que vous avez des failovers automatiques. Et si vous avez le serveur primaire, si vous le supprimez ici, alors, bon, je vais en parler dans quelques secondes, mais le secondaire va intervenir. Bon, peut-être que vous aurez un problème avec les connexions. Donc, une fois que le lecteur connaît la promotion, alors les droits vont pouvoir être transférés vers le secondaire.
Lorsque vous avez un groupe de duplicats, bon, vous allez vouloir rompre les tiens. Si le primaire tombe en panne, bon, si c'était simplement le primaire et le secondaire va vous dire « Très bien, je devrais être promu », alors le primaire n'a aucun vote car il est mort. Et donc, à qui devons-nous faire confiance? Voilà, c'est le point de l'arbitre ici. C'est l'arbitre, c'est un processus, il n'y a aucune donnée, ce sont simplement des données. Et il fait un suivi, c'est-à-dire qui est en panne et qui ne l'est pas. Et si nous avons un nombre impair, on n'a pas besoin d'arbitre. Et voilà, c'est ce que OpenSky utilise actuellement. Et c'est exactement ce que j'ai dit auparavant. Nous n'avons pas besoin du processus supplémentaire de l'arbitre. Et toutes ces flèches ici, eh bien, fondamentalement, qu'est-ce qu'elles veulent dire? C'est des reads qui sont connectés à l'application, le Slavoky read, et vous avez les reader write avec le primaire. Et ensuite, la duplication qui se produit en coulisses. Le secondaire ici font un suivi des opérations qui se produisent au niveau des primaires. Ça s'appelle le uplog. Et il duplique cela constamment et il y a ensuite normalement un petit délai qui ne devrait pas poser problème. Mais bon, habituellement, il y a peut-être un délai de moins d'une seconde. Et bon, il y a une charte ici, c'est là où vous devez commencer à augmenter les choses. Avec un groupe de duplicats, vous avez ces Mongo S, les démons ici, qu'on appelle les démons, c'est simplement des routeurs. Vous pouvez avoir un match à proxy devant un serveur et ils vont avoir une certaine connaissance avec des serveurs de configuration qui stockent des données de configuration pour la redondance. Il y en a 3, il peut y en avoir 1 ou 3. Et ils stockent ici les parties de la charte et vous pouvez charter au niveau de la collection, c'est-à-dire les collections analogues à des tables et des séquences. Et vous pouvez peut-être avoir une collection de tweets et d'utilisateurs qui doivent être chartés. Ils peuvent être chartés sous différentes clés. Et vous pouvez peut-être avoir d'autres collections comme admin settings et des collections qui sont associées qui n'ont pas besoin d'être chartées et qui peuvent être placées sur un groupe de duplicats. Le Mongo et les S-Node vont pouvoir router toutes les requêtes. Et si la requête est faite qui touche 3 chunks différents, 3 groupes différents, alors le Mongo dit, voilà, vous devez... Mongo, en fait, va intervenir et dispatcher en accord et émerger vers les applications. Et l'application n'est pas consciente du fait que vous êtes connecté à des choses autres qu'un set de duplicats. Donc voilà, c'est aussi simple que cela. Les serveurs configuration dupliquent constamment l'état, le statut, où les chunks sont localisés dans les réplicas sets. Et fondamentalement, le Mongo doit simplement un cache de la configuration. Et la configuration, eh bien, ce sont eux qui font foi, c'est-à-dire qui définissent là où tout est localisé. C'est exactement ce dont je parlais. Donc, les serveurs configuration sont des processeurs Mongo et dupliquent séparément les processus différents. Bon, mais c'est la duplication qui s'applique aux 3. Et par rapport aux 3 séries, le charting, c'est ce que vous allez utiliser pour le scale. Et la duplication, c'est pour la sécurité des données, la grande disponibilité et le dépannage. Et la duplication est certainement pas idéale pour les gens qui disent « Ah, voilà, je peux augmenter les reads ». Non, idéalement, non. Il y a un niveau où vous allez devoir peut-être avoir davantage de droits pour certaines opérations que vous ne pouvez pas utiliser au secondaire et vous allez utiliser votre master plus fréquemment. Et en pratique, OpenSky et Exercise, eh ben, les trafics passent par le master très souvent et la duplication est généralement simplement pour la redondance des données et il peut y avoir peut-être deux requêtes qu'on va cibler au niveau du secondaire, mais certainement les masters sont robustes pour appréhender le trafic et si vous avez besoin d'étendre les choses, c'est toujours possible. Donc nous allons pas... la concurrency, comment ça marche avec Mongo, nous allons en parler maintenant. Et il y a les relocks et write-locks. Et on a besoin de les guilder de façon périodique. Et si nous avons par exemple des read queries assez longues, si on lit les requêtes, alors on lit tout cela, le relog va être lancé par Mongo pour voir s'il y a des priorités à appréhender. Et pratiquement cela peut être associé à un pending write.
Et si vous avez également des droits associés à plusieurs documents avec les write logs, eh bien, on va les yielder de façon assez fréquente. Enfin, on va le faire assez fréquemment ou périodiquement. Donc 2.0, j'espère que la plupart des gens ici utilisent. Bon, on peut le reproduire maintenant de façon totalement sécurisée. Il y a également le yielding sur les page logs, page faults, pardon. Et lorsque les Mongo doivent toucher les disques, et vous allez utiliser cela. Mongo est rapide, il fonctionne sur mémoire, et s'il doit toucher la mémoire, on ne veut pas vraiment avoir affaire à faire cela. Donc la solution, c'est que ça va prendre un certain temps. IBS, etc. Si vous êtes sur Amazon, donc la mémoire, il faut attendre qu'elle soit populée. Donc cela implique, enfin cela peut avoir un impact sur la performance. Et par rapport aux write logs, bon, il y a une certaine priorité à ce niveau-là. S'il y a 5 read logs, alors on va avoir accès et il y aura un accès ici prioritaire qui nous sera donné. Donc le burn point de Mongo, donc jusqu'à la dernière version, il y avait on pouvait simplement écrire une seule fois. Et depuis 2.2, maintenant la version 2.2, et si nous utilisons la version 2.1 qui n'est pas très stable, il y a les logs, et il y aura également une collection de logs. Et ça fait partie également, bon, l'une des caractéristiques de Tangent, dans les 2 ou 3 prochaines versions, c'est de rajouter des améliorations au niveau de concurrency. Et c'est l'ambition qu'ils ont affichée, en tout cas, pour donc à court terme. Donc je suppose que le selling point ici, donc Mongo est assez souple et vous pouvez utiliser JavaScript et peut-être que vous pouvez le faire avec PostScript. Ils ont rajouté également certaines caractéristiques à ce niveau-là et bon, le shell de la base de données, si vous vous connectez sur le command line, la ligne de contrôle, c'est l'interprète de JavaScript et plutôt que d'écrire des store procedures, vous pouvez écrire des fonctions et ensuite, lorsque vous réalisez les requêtes, bon, ce n'est pas conseillé, mais vous pouvez également avoir un processus assez souple dans l'utilisation de JavaScript, mais avec des logiques de comparaison qui ne peuvent pas être exprimées dans le query language de Mongo. Vous pouvez utiliser le one query et trouver exactement ce que vous cherchez. Il y a également plusieurs commandes contrôle de base de données dans le PHP. Le lecteur qui est associé, vous pourrez peut-être exécuter ces fonctions dans le driver, dans le lecteur, mais bon, pour la présentation, je vais simplement utiliser la terminologie pour la ligne de contrôle. Et lorsque vous êtes dans la ligne de contrôle, dans le ShellDB, bon, le ShellDB, c'est la base de données que vous utilisez, ça ressemble beaucoup à la SQL prompt, et DB, bon, ça va être affecté à une fonction et vous allez exécuter le JavaScript pour vous. Et JavaScript vient avec le map produce queries, les fonctions de la carte, et les fonctions vont être utilisées avec le JavaScript. Et actuellement, le default, l'interprète par défaut, c'est SpiderMonkey. Et Mozilla's JS Interpreter, bon, c'est un... toute l'exécution qui est faite dans Mongo, eh bien, l'exécution est faite avec, donc, non pas simultanément, mais à la fois, de façon consécutive. Il y a un ticket qui a été mis en œuvre à un certain degré, et si vous pouvez compiler Mongo avec Google 58 et JavaScript Interpreter, avec avec une certaine instabilité, mais en fait, c'est optionnel. Mais en général, on va trouver un peu plus tard qu'il y a des meilleures solutions que JavaScript directement dans le serveur. Et donc, simplement, par rapport à DBA, bon, par défaut, cela va être connecté à... Bon, l'interprète ne sait pas exactement ce que vous allez faire avec les données. Vous avez accès à d'autres contrôles, ainsi que lecture et des mises à jour dans les fonctions JavaScript, et cela va vous faciliter un peu les choses. Et puisque le JavaScript et les fonctions qui sont associées sont là, vous ne pouvez pas exécuter d'autres choses qui peuvent, ou d'autres contrôles qui peuvent bloquer les choses. Vous pouvez faire de l'écriture, mais il y a d'autres contrôles de la base de données qui ne seront pas disponibles. Et bon, une façon de... Bon, ça ne serait peut-être pas un selling point ici, mais une façon d'utiliser cela à votre avantage si vous voulez faire des opérations administratives, vous avez besoin de faire quelque chose sur la base de données et vous assurer que rien d'autre ne sera exécuté. Vous pouvez faire cela avec le Evaluated JavaScript et ça va verrouiller la base de données. Un exemple éloquent ici, il n'y a pas de swapping atomique de nom de collection. Vous pouvez renommer les collections, mais vous ne pouvez pas échanger les noms. Et vous pouvez peut-être écrire des JavaScript qui vont utiliser la touche de contrôle également. Et si vous avez également, vous
voulez également modifier des routines qui doivent être exécutées, qui sont complexes, vous voulez le faire atomiquement, et vous pouvez utiliser cette fonction, cette solution. Et ensuite, si vous voulez, si vous avez JavaScript sans le blocage, vous pouvez déverrouiller les verrous dans la version la plus récente. Ainsi qu'un autre conseil, c'est d'utiliser la ligne de contrôle Mongo. Et le JavaScript que vous allez utiliser, ça sera exécuté dans le command client et pas directement dans le serveur, comme vous auriez fait avec un PHP. Et lorsque vous exécutez JavaScript à PHP, vous pouvez fondamentalement envoyer des codes au serveur et cela doit être responsable de l'interprétation. Avec JavaScript, à partir de Mongo et de la ligne de contrôle, le processus de ligne de contrôle de Mongo va exécuter le JavaScript et ensuite exécuter ses contrôles, ses commandes, comme si elles étaient des commandes de base de données par rapport à Mongo. Donc, avec cet outil, vous pouvez utiliser un JavaScript. Et si vous voulez vraiment faire de telles opérations, c'est évidemment la solution privilégiée. Je n'entends pas la question. Tous les lecteurs dans toutes les langues. Bon, si vous voulez faire du DB, l'évaluation des DB, bon, la plupart des langues ont leur représentation native. Dans le PHP, ce sera Mongo Code Object et c'est réalisé. Voilà, ça va être le JavaScript qui va être exécuté ainsi. Et dans tous les lecteurs, eh bien, ce sera la façon dont vous allez faire les choses. JavaScript sur le serveur, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un map reproduit sur le PHP, etc., vous allez écrire les fonctions JavaScript et ensuite les envoyer. Donc, les lecteurs communiquent avec Mongo en utilisant le van command DB et avec l'argument du code. Alors que si vous utilisez la ligne de contrôle JavaScript client, bon, c'est un interprète JavaScript et le même code que vous alliez exécuter si, bon, avec mon application, le code applicatif dans JavaScript, par exemple, je le ferai dans JavaScript. Non, c'est en fonction du design. Il va y avoir un certain nombre de requêtes qui vont être envoyées à JavaScript. Donc, si vous avez besoin de requêtes, vous avez besoin de mise à jour. Et donc, c'est là qu'on retrouve ce type de commande. Mais bien entendu, après, à partir d'un certain moment, si on n'a pas besoin de le faire dans JavaScript, mieux vaut le faire dans le driver. Passons à la cartographie et réduction, c'est également en JavaScript. Combien d'entre vous ne connaissent pas MapReduce? Alors en gros, vous avez un grand ensemble de données, vous avez une fonction qui va cartographier toutes ces données et va ensuite va associer tout ceci à une clé et une valeur arbitraire. Alors je sais, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais en gros, on va avoir ce scan de documents qui va donner lieu à des résultats uniques. Donc sur le serveur unique, ça peut être très bien, mais avec les shards, on peut très bien dispatcher la cartographie et exécuter un certain nombre d'éléments en parallèle. Sur tout un ensemble sur des notes MongoDB multiples. Donc là, on va utiliser du JavaScript avec des petites fonctions JavaScript. Alors, il va y avoir des verrous différents. Et entre les différentes cartes, bien entendu, il y a des éléments qui sont susceptibles de passer. Il faut utiliser un stockage qui peut être augmenté avant de parvenir à la phase de réduction. Alors, il y a un certain nombre d'options également que l'on peut voir sur cette diapo. L'une des options, c'est le mode JS Mode, pour les petits ensembles de données en tous les cas. Et votre résultat final va dépendre. Bon, parfois, on veut ensuite avoir une réponse directement pour le driver, ou alors on veut avoir une collecte pour analyse par la suite. Donc ça, il faut également le prendre en compte. Concernant l'indexation, alors il va y avoir deux types d'index possibles dans Mongo. Tout d'abord, foreground. Donc là, on va avoir une indexation qui est par défaut pour la création de l'index.
Mais si vous avez un site avec d'autres implications, telles que le manque de temps, peut-être qu'il faut prendre l'indexation de type background. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus long, mais finalement, après, cela permet de gagner énormément de temps. Il y a un autre point positif que j'apprécie tout particulièrement pendant des lancements, pendant des exercices, alors que je créais des index, cela me permettait cette méthode de voir la rapidité avec laquelle il y allait avoir le lancement de JavaScript par la suite. Alors, un problème quand même, s'il y a une duplication de l'index vers des notes secondaires, eh bien, par défaut, qui seront en 2.2, à ce moment-là, ça va être le mode foreground qui va être privilégié. Mais ça, c'est uniquement si vous privilégiez les lectures secondaires. Et autre point concernant, cette fois-ci, la documentation, eh bien, il y a un problème de mise à disposition de cette documentation. Donc, voici en gros ce à quoi un index de type foreground ressemble. Donc là, on a tout le suivi avec toutes les statistiques des opérations qui sont mises en marche. Et donc là, on peut voir même toutes les différentes statistiques liées à Mongo. Et en mode background, alors c'est un petit peu différent, mais une fois de plus, on retrouve les pourcentages. Donc voilà en gros ce sur quoi je me pencherai lorsque l'on crée des index de type background. En PHP, voilà ce à quoi ça ressemblerait. Alors là, on est en train de se concentrer donc sur la garantie de l'index. L'option Safe. Alors, par défaut, Mongo, de toute façon, se mettra en mode safe. Donc, par exemple, si vous avez une contrainte sur un nom d'utilisateur qui est unique, eh bien, cette option est tout à fait pratique. Après que l'opération soit dispatchée, il va y avoir un blocage du driver. Donc si on insère quelque chose ou si on crée un index et que l'on veut attendre jusqu'à la fin de l'opération, on peut ajouter cette option Safe. Et d'ailleurs, toute la ligne de commande JavaScript va utiliser le mode Safe pour toutes les commandes. Alors, cela ne veut pas dire que la base de données soit connectée, c'est juste la connexion client qui l'est. Alors, petit benchmark. J'ai inséré tout un ensemble de documents et mon benchmark va créer un index par défaut. Alors là, par défaut, ça va être foreground sans mode safe et background, une fois de plus, ce sera la même chose. Dans les troisième et quatrième exemples, j'attends que l'index soit complété, mais je le fais en foreground, donc certes, ça prend un petit peu de temps, mais ce sera bien plus rapide que si je le faisais en background. Alors, il faut toujours bien réfléchir aux interactions entre Safe et vos requêtes. Du point de vue de l'ODM, Safe est activé par défaut. Le background, par contre, ça n'est pas le cas. Donc, si vous souhaitez opter pour l'indexation en background, alors il va falloir l'ajouter à votre cartographie de modèle. Et pour ce qui est des lignes de commande, eh bien, voilà ce à quoi ça va ressembler. Quelques petits conseils en matière d'index.
Dans la mesure du possible, il s'agit d'avoir un index pour de multiples requêtes, parce que sinon, cela ne serait vraiment pas pratique. Les indices composés permettent de prendre en compte 2 requêtes en même temps, donc ça c'est très pratique. Ça permet de vraiment trouver un bon point d'équilibre entre les requêtes. Et puis il y a également des index à clés multiples. Donc clés composées d'un côté et clés multiples de l'autre. Alors imaginons qu'il y ait du array par exemple. Eh bien Mongo là peut très bien agir. Et ça peut être très intéressant lorsque vous allez concevoir, par exemple, quelque chose pour du balisage. Là, ça permet d'avoir de multiples valeurs pour un document en particulier. Question posée hors micro. Donc la question c'était, si on associe un index à un objet, que se passe-t-il? Eh bien, en gros, cela va indexer la représentation de l'objet en binaire. Donc, en gros, si on indexe un champ comme un objet, alors il faudrait avoir une requête avec cet objet très spécifique. Et même si c'était une séquence d'objets, la même règle s'appliquerait. Dans tous les cas, ce sera en binaire. Donc, en règle générale, il n'est absolument pas intéressant de créer des index à clé unique avec une faible sélectivité. Lorsque l'index est appliqué, il y a un nombre bien inférieur de documents qui peuvent passer. Et puis, il faut également faire bien attention au ratio read-write. Donc, si vous créez des douzaines d'index sur des collections et qu'ensuite vous avez besoin d'une mise à jour, là, ça a toute son importance. Puis, il y a plusieurs opérateurs pour la recherche sur Mongo. Ils ne sont pas égaux. Donc là, il risque de ne pas être très efficace avec les index. Vous allez avoir un grand nombre de faux positifs. Donc si vous vérifiez l'existence d'un champ, il faudra peut-être qu'il y ait un scan intégral de l'indice qui soit effectué. D'autre part, il y a également une autre possibilité. Imaginons, vous avez 3 différentes valeurs. Ou alors, à l'inverse, en scalaire, vous allez avoir 3 différentes valeurs et vous allez dire « donne-moi des documents dans la portée de ce que je demande ». Du champ demandé. Et là, dans ce cas, vous allez uniquement pouvoir utiliser l'indice une seule fois. Donc là, ça permet quand même de bien baliser un minimum, mais quand même, il faudra passer tout l'indice en revue. Alors, en cas de doute, il y a un outil qui est intégré pour répondre aux demandes. Alors, avant de passer à la partie explication, je vais vous parler de l'utilisation de la mémoire. Donc ça, c'était pour une base de données dont je ne citerai pas le nom. En gros, 7.3 gigaoctets de RAM. Et certains de nos index sur Mongo étaient bien supérieurs à ça. 9.7 gigaoctets dans ce cas.
Et donc, dans la pratique, on peut très bien lancer une requête et ça va prendre peut-être 6-15 secondes ou 3 secondes même. Mais pour les requêtes sur les index, on va plutôt parler en millisecondes, voire même moins. Donc là, si vous avez votre index qui est supérieur à votre capacité de mémoire, alors eh bien, vos requêtes d'index, qui devraient être normalement assez rapides, risquent de donner lieu à des attentes bien plus longues que nécessaire. Donc là, on peut avoir des erreurs page et on peut avoir également des problèmes d'accès au disque. Donc, pour compenser tout ceci, Mongo va se baser sur tout ce qui a été utilisé le plus récemment. Comment optimiser les requêtes? Eh bien, avec l'utilisation de explain. Là, nous avons un champ en croissance X et un autre champ Y. Mongo n'utilise pas d'index là, il va juste scanner les documents sur le disque. Et tout ceci va se retrouver en mémoire virtuelle. Et donc, si on refait la procédure une deuxième fois, ce sera un petit peu plus rapide. Mais là, on ne peut pas profiter d'index. Et en millisecondes, ça nous donne du 300 millisecondes. J'espère que vous arrivez à lire. Cursor, donc cela permet de scanner la table. Nscanned, cela correspond au nombre de documents qu'il nous a fallu scanner, ainsi qu'aux entités d'index. Ensuite, il y a par exemple Nscanned Objects. Ça, ce sont les documents qui ont été scannés. N, cela correspond aux documents qui ont été trouvés. Il y a également Trunskip pour le sharding. Et puis, sans oublier l'index en clés multiples. And then lastly, index only is, did the query and result come from just an index? So one of the benefits of creating your index is if you have small queries that say, donc si vous avez des you just petites need to fetch a requêtes, user in the last time they logged in. donc par exemple, si vous avez juste besoin de savoir quand le dernier utilisateur s'est connecté, vous pouvez très bien lancer une requête à Mongo pour ces deux champs du document. Et ensuite, si vous pouvez obtenir toutes ces informations à partir de l'index, plus besoin du scan. Et donc, c'est probablement une très bonne façon d'optimiser les requêtes. Alors, il y a également une terminologie un petit peu spécifique à adopter. Par exemple, index bounds, le champ de l'index qui est recherché. Donc là, dans ce cas, il n'y en aurait aucun. Alors, si je crée un index en clé composée, cela va nous donner le champ X tout d'abord, et ensuite, dans X, je vais demander à chercher les croisements avec le champ Y. Et puis, dans le document, dans un même document aussi, imaginons, on va demander X et Y. Donc là, finalement, dans Mongo, on va rechercher tous ces éléments. Donc, les champs X, Y, Z en millisecondes, ça correspond à peu près au timing dans Mongo, donc quasi zéro. Puis imaginons que je recherche un document où X égale 5 et Y est supérieur à 0,5. Dans cet exemple, je ne me souviens plus vraiment pourquoi je vais choisir ces valeurs, mais bon.
Bref, c'est juste pour vous expliquer comment on utilise cette recherche. Et là, le curseur, il va être utilisé de la façon suivante. Tout d'abord, on va lancer une requête sur X avant de passer à Y. Alors, je sais que ce n'est pas le meilleur exemple possible, mais c'était juste pour vous montrer que on peut procéder de la sorte également. Alors, quelques conseils de nature générale concernant les indices, et puis ensuite on passera à la fin de la présentation. Alors déjà, il ne faut pas avoir peur de la dénormalisation. Il y a une collecte qui est dédiée. Il peut y avoir un document qui est bien intégré. Donc imaginons, il y a des champs supplémentaires dans le document et on n'est pas très efficace. Là, ça peut être extrêmement pratique. Il faut que les données les plus fréquemment demandées soient plus accessibles. Et autre grand point, eh bien, il faut bien stocker les champs, les données qui sont rentrées pour les requêtes. Il faut qu'il y ait un index et une classification de tout ceci. Et imaginons, vous avez une façon de calculer les requêtes. Eh bien, en fait, Mongo, là, ça nous permet véritablement de retirer tous les décomptes et toutes les longueurs de champs. Et en général, il vaut mieux dénormaliser ce champ et ensuite avoir une synchronisation avec le tout. Et on peut très bien juste augmenter un champ d'ailleurs. D'où une maintenance plus facile dans votre application. Pour ce qui est du suivi des références vers d'autres documents, par exemple, SQL, je crois qu'il y a un grand nombre d'utilisateurs Mongo qui n'utilisent pas les cartographies d'objets, qui n'ont pas autant de références. Alors que moi, par exemple, eh bien là, j'ai créé des objets PHP directement liés à certaines conditions, puisque nous avions tout à fait la liberté de les cartographier directement dans des documents Mongo. Donc on a beaucoup de normalisation, certes, mais on a également beaucoup de références. Et pour ce qui est des clients de type tangent, là, pareil, utilisation directe de Mongo. Sans aucun autre obstacle. Alors, bien entendu, les DBRefs, à cet égard, sont très utiles, c'est-à-dire ce sont des petits objets qui contiennent uniquement l'idée à laquelle correspond cet objet, et puis à la doctrine, pardon. Et récemment, on a ajouté du support pour que l'idée de l'objet soit stockée dans le champ. Si vous référencez toujours, ou plutôt si vos utilisateurs sont toujours utilisent toujours le référencement par le biais des champs, là c'est très pratique. Cela permet un stockage plus efficace. Autre point important, surtout si on parle, surtout pour ce qui est de la transition de SQL à Mongo. Il s'agit de la pagination. Là, c'est très différent l'un et l'autre. Et Mongo, là peut-être, pêche un peu. Parce qu'il ne va pas y avoir de saut direct vers l'emplacement.
Et donc la solution tangente, là, c'est d'utiliser les requêtes par de type range. Et cela vous permet d'atteindre bien plus efficacement la page souhaitée. Et si vous ne le faites pas, les 2 premières pages, en gros, vous allez les trouver, mais après, vous risquez de vous perdre extrêmement vite. Et vous pouvez ensuite vous retrouver au milieu d'absolument nulle part. Et ce qui risque de donner lieu à des requêtes bien plus lentes. Autre conseil. Les arbres de type B ne suivent pas, ne tiennent pas d'historique des décomptes pour les nœuds ou pour les branches. Si on filtre du point de vue des décomptes des requêtes, alors il faudra parcourir l'index, dans le meilleur des cas, et il risque également d'y avoir des décomptes qui vont être collectés sur une base non filtrée. Même si ça, c'est vrai que ce sera possible en temps constant. Alors, si on souhaite compter le nombre d'utilisateurs non actifs dans la base de données et qu'on a un champ d'activation, là, ça ne va pas être efficace. L'alternative serait soit de renseigner cette valeur autre part, ou juste de ne pas stocker ces utilisateurs dans cette partie. Autre point, et ça c'est particulièrement le cas pour les scripts de migration, lorsque vous lancez des requêtes, il y a un mode de type snapshot qui n'est pas activé par défaut, mais en tous les cas, cela permet que les documents soient retournés uniquement une fois. Et donc sur le disque, si vous mettez à jour des documents ou si vous changez la taille en ajoutant des champs, il faut que ce soit relocalisé. Il n'y a pas de protection snapshot. Donc le snapshot, cela permet que si on lance une requête et que l'on met à jour, eh bien je vois exactement ce qui était là au tout début. Et là, c'est très important pour les migrations. Il n'y a absolument aucune garantie si vous insérez ou si vous effacez des documents pour remplacer par des nouveaux documents, eh bien, le snapshot, là, il ne sera pas très efficace parce que c'est uniquement pour les mises à jour. Donc, pour insérer ou effacer, ce n'est pas la bonne solution. Alors, les références DB et les discriminateurs, ainsi que là, donc, on va donner une adresse. Les discriminateurs dans Doctrine, eh bien, nous avons des modèles multiples. Par exemple, une adresse bureau, une adresse domicile, etc. Et donc Doctrine, eh bien, je vais demander à ce qu'il recherche bien dans les différents champs. Et ça, c'est déjà le cas à l'étape de la collecte. Mais lorsque l'on part également sur la base des références, eh bien, cela permet de bien voir tous les objets par procuration. Donc là, j'ai retrouvé mon utilisateur sur la base de données et je demande juste une adresse. Je vois que là, c'est présenté sous la forme d'un objet DBRF. Et cela me permet véritablement de n'avoir que l'information qui m'est utile. Mais pour les migrations entre deux exercices, c'est très difficile parce que
il fallait ajouter des discriminations pour la collecte que nous avions, c'est-à-dire notre flux d'activités. Il fallait également rajouter des activités pouvant faire l'objet de commentaires. Et là, on ne se rendait absolument pas compte que dans les champs de référence, Mongo avait fait du stockage. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire du travail supplémentaire pendant plusieurs jours. Donc là, on avait des objets qui étaient éparpillés dans d'autres modèles de notre application et on ne savait absolument pas comment pouvoir retourner les objets. Donc, toute activité pouvant faire l'objet de commentaires s'est vite assignée le statut d'activité ne pouvant faire l'objet de commentaires. Mais il a fallu qu'on le fasse, si vous voulez, manuellement. Les champs, techniquement, ils ne sont pas cachés, on peut y avoir accès directement. Mais par défaut, voilà, ils ne sont pas montrés. Donc, voilà l'explication correspondant à ce que je viens de dire. Alors, il y a également les bundles en messages de type Ornica qui peuvent faire l'objet d'un refactoring. Et là, dans ce cas, on avait un certain nombre de champs de type hashtype. Et dans Mongo, en général, on le sait, il peut y avoir différentes classifications. Donc nous avions des clés dynamiques avec des cartes d'identité utilisateur qui étaient reliées à une valeur. Voici en gros ce à quoi la requête ressemblait. Lorsque je lançais une requête sur le message d'un participant, donc là on a le champ qui correspond au nom et check word égale false. Alors pourquoi, à votre avis, ça risque de ne pas être une bonne idée, cette façon de procéder? En fait, ça veut dire que pour ce qui est de l'index, ça va être extrêmement compliqué. L'indexation des objets, eh bien, elle se fait par l'objet intégralement et non pas sur une base individuelle des champs dynamiques. Donc, là, on peut voir que ce soit l'objet dans son intégralité qui sera indexé. Mais on ne peut pas anticiper tout ceci parce qu'on ne connaît pas le nombre de participants à l'avance. Donc là, on se retrouve avec 5 index pour chaque utilisateur. Donc, alors, à la place de ceci, on peut très bien opter pour un index en clé multiple. Et pour lancer cette requête, on peut voir où notre participant se trouve dans ce périmètre. Mongo, bien évidemment, sait que vous avez un certain périmètre et donc il va vérifier tous les événements s'étant passés dans ce périmètre. Alors, MapReduce. Donc là, on peut voir qu'il y a un certain nombre de balises pour les articles. Et pour générer un rapport pour chacune des balises, il faut écrire tout ce script et en fait, on passe en revue toutes les balises, tous les documents et on fait des émissions pour chaque balise et pour chaque auteur et ensuite on réduit au fur et à mesure. Donc voici en gros ce à quoi le résultat ressemble avec une balise et tout ce qui a été réduit ou tout ce qui a été relié ou tout ce qui a été effacé. Mais là le problème c'est que du point de vue de la maintenance c'est très compliqué. D'où l'idée des frameworks d'agrégation. Et en 2.2, ce sera lancé très prochainement. Cela permet d'avoir des opérations en pipeline. Et donc là, on peut
traiter des flux de documents et pas de JavaScript dans ce cas de figure. Pas de problème de concurrence, donc, de co-occurrence. Et ensuite, tout ceci peut être invoqué sur les collectes de données en utilisant Smatch. Et c'est également compatible avec le sharding. Alors, les différentes opérations disponibles. Projection, pour l'altération des données, du contenu. On peut également l'utiliser pour filtrer les données. Si on a 5 valeurs de périmètre et que l'on veut ajouter 5 fois le flux de documents, tout ceci sera traité dans la même pipeline. Alors pour ce qui est des expressions, assez classiques somme toute, et ceci étant dit, pour ce qui est des dates, eh bien, on est obligé de passer par la phase d'interprétation. Alors, quels sont les avantages ici? Eh bien, tout est en C++, ce qui est bien plus rapide que JavaScript. Alors, JavaScript, là, on voit, a été vraiment ramené à sa part congrue pour simplifier au maximum. Alors, je ne peux pas vous expliquer tout ceci en 10 secondes, malheureusement, mais c'est extrêmement puissant. C'est plus facile que MapReduce en tout cas. Donc, en guise de conclusion, j'ai en quelques minutes le benchmarking. Je pense que c'est quelque chose que vous allez comprendre. Quand est-ce que vous allez l'utiliser, quand vous n'allez pas l'utiliser. J'ai fait un benchmark avec Persistent Flash, avec le Query Builder, et simplement en travaillant sur la collection et la collection DB Mongo, et pour se rapprocher du raw driver. Et je sais que Odium, PHP a des références circulaires et qui s'améliorent avec les versions nouvelles, mais bon, il y a évidemment des faiblesses. Bon, Odium Flash, insert, dans 100 000 documents, bon, ça prend à peu près 50 secondes. Et après que j'ai terminé tout cela et que j'ai finalisé tout cela, bon, j'utilisais toujours la même mémoire après Flash et avec le Execute Query, il n'y avait pas de tracking d'objets, 3,6 MB de RAM, simplement pour cette opération, et à la fin, il y avait 8 MB affectés à PHP. Ça s'est amélioré avec le driver, au niveau du driver. Donc, fondamentalement, lorsque vous travaillez sur des grandes migrations ici, c'est là où vous allez arrêter d'utiliser le modèle des objets. Il y a des points dans lesquels vous allez commencer à travailler avec le modèle, dans le PHP, le raw driver, et vous allez... Donc, c'est une migration qui pourrait durer des jours avec d'autres solutions, mais ça prend quelques minutes, sinon quelques secondes ici. Et les 3 dernières slides, c'est simplement les services de monitoring Mongo. C'est une solution gratuite hébergée par Tangent avec un script Python, et ça renvoie cela à Tangent et des statistiques non spécifiques, et le up counter entre en jeu ici. Vous pouvez le connecter avec Mutant, et le hard drive peut ainsi aider à améliorer le temps du processus. Si vous avez une interface telle que celle-ci, par exemple, et Chart, et cela peut vous aider avec un support ticket, et plus particulièrement, et les ingénieurs doivent nous dire, en fait, nous disent que, bon, nous aider à identifier les problèmes ici. Donc, si vous voulez faire un suivi, il y a plus de contenu que je peux vous expliquer la semaine prochaine à Paris. Il y a une conférence MongoDB, et ensuite, la semaine suivante, il y en aura une au Royaume-Uni, à Londres. Voilà, si vous avez des questions, je serai très heureux de répondre à vos questions. J'ai apporté... Bon, je n'en ai pas suffisamment car je devais limiter le poids de mon bagage avec un petit livre ici, DB Mongo, et j'en ai 16.
et à peu près 20 cartes de référence. Et si vous avez par conséquent, si vous êtes intéressé ou si vous voulez partager des informations avec vos collègues et vous ne pouvez pas simplement vous limiter avec ce que vous avez sur vous, ça peut être assez utile. Merci d'avoir consacré du temps à m'écouter.